Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo qui m'avait fait pour le playlist Techno T2. Le titre c'est les contacteurs et ça sujet des contacteurs là, on peut faire ça en deux vidéos. Et dans sa première vidéo là, on peut expliquer c'est quoi le contacteur, qui son rôle, le fonctionnement des contacteurs et ce mécanisme à l'intérieur, sa constitution et son mécanisme à l'intérieur. Et puis, je peux expliquer aussi des accessoires qui sont capables d'ajouter avec un contacteur pour augmenter la possibilité de fonctionnement. OK? Et là, je share mon écran. Moi, mon document. Contacteur 2, contacteur 1. OK. Voilà, c'est l'adresse YouTube de sa vidéo là, c'est chaîne YouTube de 1000 délices électrotechniques, playlist Techno T2, leçon 11. Et la majorité, ou bien presque tout, une source d'information, vous gagnez depuis le site elec.org. OK? Bon. Un contacteur, c'est quoi? Et avant, on regarde le schéma fonctionnel. Je vais essayer de définir avant. Il y a nous, le contacteur est un appareil de commande capable d'établir. Il est capable d'établir, il est capable de faire un courant passer, ou d'interrompre, ou bien le cas couper un courant, le passage de l'énergie électrique. Il est capable d'établir le passage, ou bien il est capable d'interrompre le passage de l'énergie électrique. Et quand il peut dire l'énergie électrique, il veut dire courant là. Hein? OK. Ce type de constituant est aussi appelé préactionneur puisqu'il se trouve avant l'actionneur dans la chaîne des énergies. Et en deuxième paragraphe, disons, l'actionneur ou l'effecteur de puissance peut être commandé à distance au moyen de contacts actionnés manuellement, bouton poussoir, interrupteur ou automatiquement capteur de grandeur physique, pression, etc. Et ça qui veut dire l'actionneur là, c'est quoi? La plupart du temps, bon, ce qui nous connaît, hein, ce qui nous servit, ban moteur. OK? Et la plupart du temps, à nos niveaux, en T2, nous servons ban moteur asynchrone. Et là, juste pour faire pas une comparaison, juste pour montrer ce qu'il peut dire. Et moi, j'ai un simulateur là. Et moi, j'ai un schéma là. Et ça, si vous regardez là, ça va un truc là, KM1, KM2, KM4, KM3, c'est un contacteur. C'est un contacteur, mais je ne suis pas capable d'ouvrir ou fermer manuellement avec ECMO. Je besoin commander à distance. Ça veut dire moyennant un organe de commande qui est associé avec chaque contacteur. Par exemple, KM1, moyennant ce organe de commande là, une bobine, un électroaimant KM1, et quand on alimente ça KM1 là, ça l'a pour fermer. Ça veut dire tout ça un contact là pour fermer. OK? Et qui fait, il peut dire, il y a un préactionneur. Moi, explique où là? Parce que ici, l'actionneur, c'est le moteur asynchrone. Le moteur asynchrone triphasé. Ici, c'est ça l'actionneur, ou bien il appelle ça effecteur. Et moi, si je ferme mon sectionneur, mon contact de précoupure fermé, je ferme mon contact sectionneur de commande. OK? Je appuie sur le bouton poussoir S2, impulsion sur le bouton poussoir S2, et il est normal que KM1 pour alimenter, quand KM1 alimenté,
KM1 pour fermer. Ne peut pas intéresser que le schéma là. Hein. Ne intéresser que KM1 pour fermer. Quand KM1 pour fermer, il vous faire courant passe dans le moteur M3. Ça veut dire c'est lui qui peut commande le moteur et c'est une sorte de si moteur actionneur, il trouve juste avant. Bien sûr, il y a un autre appareillage au milieu entre les deux qui m'appelle relais thermique qui ne m'a pas encore traité. Mais le relais thermique, ce n'est pas un appareillage de commande, c'est un appareillage de protection. OK? Il n'est pas commande, non. Il n'est pas ouvert, il n'est pas fermé. OK? Comment dire, il y a une garde chum, ça veut dire, il peut veiller au grain, c'est pas le courant qui est passé, est-ce qu'il est bon courant, ça. OK? C'est tout qu'il peut faire. C'est l'appareillage de protection. Et là, si on appuie le S2, vous trouvez que ça fermé. Et quand ça fermé, le moteur M3, n'oubliez le circuit qui est arrivé, le moteur M3 pour tourner. OK? Pour alimenter, pour tourner. Et la cause, ça, me dit, le moteur, c'est l'actionneur. Et ce qui actionne, appelle-le préactionneur, ça veut dire le conducteur KM1, c'est un préactionneur. OK. Et voilà, à ce stade, nous avons le schéma fonctionnel. Le schéma fonctionnel, ça veut dire le contacteur soit alimenté en courant DC ou alternatif. OK? Bon, modèle logique de commande, câblé ou programmé. Dans ça, s'il y a quelque chose qui nous fait trouver là, c'est une logique de commande câblée. OK? Mon pays n'a aucun automate programmable là-dedans. OK? Mais seulement, je suis capable aussi de commander mon moteur par les automates programmables qui ne m'ont pas encore fait pour le moment, mais peut-être que je vais traiter ça dans mon support aux travaux pratiques, dans mon playlist support aux travaux pratiques plus tard. OK? Et ça, alimente la logique de commande câblée pour alimenter la bobine KM, dans ce cas-là KM1, ici la KM1, c'est ça la logique de commande câblée. OK? Et puis, il est là, il pour faire les contacts, les pôles principaux. Ça veut dire, les pôles principaux, vous comprenez bien. Un contacteur, il y a plusieurs pôles. Si nous regardons ici, là, nous vous trouvons KMN partout. Là, hein? KMN, moi, KMN ici. Mauvais à dire. KMN ici. Et quand tu trouves ça demi-rond là, ça veut dire que c'est un pôle principaux des contacteurs. Quand tu trouves KM1 qui fait un demi-rond, ok, ça veut dire que c'est un contact auxiliaire que associé avec ce contacteur-là, il est capable d'intégrer dans un contacteur-là ou bien il demande les autres accessoires qui, quand ça ferme, ça aussi pour fermer, mais seulement ici, là, bien si le courant passe là-dedans, il n'est pas capable de supporter de gros courant, ça première affaire. Et deuxième affaire, c'est pour le circuit de commande, c'est pour la logique de commande câblée. OK? Je retourne là-bas. OK. Mon fini explique le schéma fonctionnel du contacteur. Et le contacteur bien comprend que bobine là, il est capable d'alimenter par DC, par 24 volts alternatifs, par 48 volts alternatifs, 230 volts, 440 volts AC, etc. Il y a plusieurs types de contacteurs d'alimentation qui existaient. OK? Assez bien, nous, les contacteurs et relais assurent ainsi en quelque sorte une commutation multipolaire amplificatrice. Bon, ça qu'il veut dire. En effet, depuis un circuit de commande à courant faible, on peut établir et interrompre un circuit de puissance qui véhicule des fortes intensités. Ce qu'il peut dire là, c'est que si on guette ce circuit-là, on est trop loin. Si on guette ce circuit-là, et si on guette ça là, bien, ça courant qui passe ici, là, c'est un courant faible. Et depuis un circuit de commande à courant faible, on peut véhiculer un circuit de puissance
à forte intensité, ça veut dire là, on a une grosse puissance, un gros courant là. La cause, ça veut dire ça petit courant là pour contrôler un gros courant. La cause, ça veut dire une commutation. Commutation, ça veut dire soit il vous fermer, soit il vous ouvrir. Il va vous cadrer entre les deux et en même temps, il y a amplificatrice, il peut amplifier sa courant de commande là. OK, vous avez un gros courant ici. C'est ça qu'il veut dire. Et il est là, il y a d'où leur appartenance à la famille des appareils capables de commander la puissance en tout ou rien. Soit il est ouvert, soit il est fermé, et tout ou rien, on m'appelle lui, papa, sur abréviation, c'est TO. T-O-R. Quand veut dire T-O-R, ou pas prononcer TO, ou j'ai dit tout ou rien. OK. Et là, on a différents types de contacteurs. Par exemple, là, on a un contacteur de la gamme LCN-D, trait d'union D de Schneider. Photo là. D12, je veux dire, D12, le calibre, le courant d'emploi, le courant assigné d'emploi. Le calibre, c'est 12 ampères. Ça veut dire, évidemment, bon, la cause, ça, LCN-D12, ça nous explique ça bien, mais il est capable de supporter 12 ampères. Et là, moi, ce schéma, un schéma d'un conducteur tripolaire. C'est un conducteur tripolaire. OK? Et ici, on va trouver un seul, avec un, deux, trois contacts principaux. Et puis, on a un contact auxiliaire. Mais ici, ce n'est pas pour ça, parce qu'ici, on a deux contacts auxiliaires. OK? Ça veut dire on a N, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, on nomme ça. N, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Et en plus, parfois, je ne pas nomme ça, pas parfois, j'appelle ça LN, T2, L3, T4, L5, T6. Si vous trouvez autre TN là, T2, T3 là, hein? LN, L2, L3, TN, T2, T3. Ça veut dire LN, N, L2, 3, L3, 5, T2, 2, T, non, TN2, T2, 4, T3, 6. Comme ça, il dira, nous va pas être trop trop là, mais c'est comme ça qu'il va nommer ça. Bon, moi, mon nom simple pour nos niveaux, à nos niveaux, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man Paul là, sur désignation, nous nommons comme ça. Et puis, moi, man contact auxiliaire que, bon, là, nous disons, premier contact auxiliaire, ça N là, et puis 3 et 4, c'est un contact normalement ouvert. Et deuxième contact auxiliaire, et N et 2, c'est un contact normalement fermé. Et puis, on a une liaison là, avec la bobine de commande qui code sur deux bornes. On appelle toujours A1 et A2. Et quand A1 et A2 alimentés, tout cela vous basculer. Les normalement ouverts pour venir fermer, les normalement fermés pour venir ouverts. OK? Et bon, nous continuons. Ici, moi, un contacteur, une paire de contacteurs, on fait ça, mais on appelle ça un contacteur inverseur avec verrouillage mécanique. À l'intérieur, moi, un gadget, un dispositif mécanique qui, quand un alimenté, il empêche l'autre là, quand un actionné, il empêche l'autre là actionner. Mais même si nous pèsons, nous pèse un et que nous l'amène, l'autre là, nous ne va pas peser. Nous faisons loguer, et quand nous pèsons l'autre là, que nous l'amène, ça ne va pas peser. Il n'est pas rentré. OK? Et ce schéma, on va dire, on a KM1 ici, KM2 ici. Bon, bien sûr, on va mettre ça contact auxiliaire là, et on met 10 ce bobine, associé ce bobine là. Et bien sûr, quand vous guettez là, nous pouvons mettre ce bobine associé à côté. Mais dans le schéma qui nous a obligé de faire, et nous mettre nos schémas de commande séparés avec le schéma de puissance. Hein. Ça veut dire, malgré que la bobine est intégrée dans le contacteur ici, nous mettons séparés et nous désignons par un nom. Et là, nous connaissons que ça KM1 là, c'est la bobine de ça contacteur KM1 ici. OK? Par contre, là, on met ce schéma là, juste pour que je comprends, à côté.
OK? On met la bobine là à côté. Ici aussi. Et ça, qui était ça, qui avait le contacteur inverseur, ça veut dire, il fait pour démarrer le moteur dans différents sens. Ça veut dire comment nous sens, le sens de rotation, tout simplement en inversant n phase des contacteurs, n phase des pôles. Ça veut dire, si ça, quand rentrer, il rentre pareil, L1, L2, L3, ça veut dire ça, c'est L1, L2, L3. Ici aussi, vous, L1, L2, L3. OK? Et puis, quand ça ferme, à basculer là, vous trouvez que L1, L2, L3 pour venir là. OK? Parce que c'est direct. L1 fermé, vient là. L2 fermé, vient là. L3 fermé, vient là. Et quand ça pas alimenté, le contacteur, la bobine KM2 qui est alimentée, L1 pour une code 6, L2 pour esparer et L3 pour venir ici. Ça veut dire mon inverse à deux phases là, et il y a là le sens de rotation du moteur qui m'ont pu alimenter pour changer. Et la cause, ça, moi, ça va être un contacteur inverseur. Et en plus de ça, on a un symbole là qui m'appelle le symbole du verrouillage mécanique. Comme on trouve ça triangle inversé et que ça va la ligne sectionnée là. OK? Et on appelle ça le verrouillage mécanique. OK? Contacteur inverseur avec verrouillage mécanique. OK. Ici, bon, on a un contacteur tripolaire de forte puissance. OK. Ce photo, ce symbole pour pareil. Ce symbole pour pareil, puis la différence. Ça. Et ici, on a un contacteur module contacteur électronique dit statique. Et bien sûr, moyennant ce triphasé aussi, ça. Ça, c'est seulement pour une seule phase. OK? Et ce symbole, là, il paraît comme un contacteur, mais on a un trait ici, une ligne horizontale en bas là, OK? Qui montrait que c'est un module électronique, c'est un contacteur statique ou bien un contacteur électronique. Bon, remarque à ça, hein? Remarque, les contacteurs de puissance, tout ça, un contacteur de puissance là, sont désignés par les lettres KM. Comment à nous trouve KM1, KM2, KM3, KM4 dans ce circuit qui nous fait trouver là. Et les contacteurs de commande, aussi appelés relais auxiliaires, sont désignés. Par les lettres KA. Ça veut dire là, quand nous guettons ici, là, nous avons KM1, KM2, KM3, KM4. Mais ici, même au guetter là, on a KM1, KM2, oui, KM3, KM4, on a 4 bobines, mais on a une cinquième bobine là. La cinquième bobine là, KA1, c'est un relais auxiliaire, c'est un contacteur, un genre de contacteur, oui, mais il n'est pas capable de supporter une faute courant, une faute intensité. Il fait une design, une construire pour faire seulement une logique câblée, bien ce K1 là, vous trouvez là, il associé lié avec un contact temporisé. OK? OK? Et c'est un contacteur, disons, il y a un contacteur qui supporte un faible courant et il n'est pas fait pour alimenter un appareil, comme un moteur, etc. Il fait seulement pour créer une logique. OK. Maintenant, mon frère retourne là-bas. Bon. Le contacteur, bien comprend qu'il est ouvert à un contact. Il ferme un contact. Et quand il peut ouvrir un contact, il peut ouvrir un contact qui en charge. C'est lui qui peut couper la charge, là, hein, le contacteur. Et quand il peut fermer le contact, il peut mettre le moteur en démarrer, etc.
bien, c'est lui qui peut établir la charge. OK? Ça veut dire, quand il y a une séparation des contacts, dans ma première leçon de sa playlist, nous cause de l'arc électrique, moyenne l'arc électrique, et le contacteur bizarre est en capacité pour éteindre l'arc électrique et rapidement. Parce que le courant électrique, s'il continuait à circuler en tant que l'arc électrique, mais malheureusement, il allonge le temps de coupure. Moi, par contre, qui danger capable d'arriver pour mes affaires. Là, pour faire beaucoup de chaleur, il est capable de provoquer une usure de une borne, un contact là, ou même destruction de l'appareil. Et puis, là, qui est dangereux de par sa mobilité et les amorçages entre les phases. Amorçage, ce terme-là, si vous voulez rôder, c'est ignition, ça veut dire qu'il apprend fait. OK? Entre phase ou entre phase et terre entraîne des risques d'électrocution des personnels. OK? Et la cause, ça, il a besoin d'un pouvoir de coupure, ça veut dire quand il peut ouvrir, il a besoin d'éteindre l'orgue rapidement. Et comment il peut éteindre l'orgue rapidement? Par le pouvoir de coupure. La fonction, il y a sans pouvoir de coupure, la fonction commander la puissance en tout ou rien ne serait pas correctement réalisée. Qui veut dire que quand on ouvert, il est besoin couper. OK? Et comment il peut couper? Parce qu'il y a un pouvoir de coupure. Si jamais il n'est pas coupé, mais ça veut dire, comme on peut ouvrir, il n'est pas un rien, il est quelque chose. OK? Ça veut dire, la veut dire la fonction commander la puissance en tout ou rien ne serait pas correctement réalisée si pas tu n'as pas pouvoir de coupure là, parce que quand tu peux ouvrir, tu prends quelque chose, pas tu prends rien. OK? Et en dernier, il dit le pouvoir de coupure est exprimé par la valeur efficace du courant que le contacteur peut interrompre sous une tension donnée, sans émission excessive de flammes vers l'extérieur, sans arc permanent, sans ignition, sans amorçage. OK. Le pouvoir de coupure nous cause là beaucoup de fois, nous peut continuer cause là, juste pour mettre ça dans la tête que mon appareillage de coupure, j'ai bien un pouvoir de coupure et ce pouvoir de coupure bien très fort parce que nous sommes bien capables de couper un courant qui est plus gros que notre calibre. OK? Bon, constitution. Bon, pour constitution des contacteurs, je préfère aller en animation. Même l'affaire, je prends une photo, je prends une screenshot, je le mets là-bas. Et ça, animation-là, c'est ça le site elec.org. OK? Et je enter full screen. C'est rentré, hein? Oh, il n'est pas rentré. Qui fait? Peut-être la cause de le zoom. Non, OK. C'est rentré maintenant. OK. Ça veut dire là, un contacteur. Nous avons ce principe de fonctionnement avant. Ça veut dire, moi, il y a deux parties. Moi, il y a deux parties. Il y a en position de repos. Moi, il y a une partie fixe. Ça, c'est la partie fixe. Tout ça là, c'est la partie fixe. Et puis, moi, il y a une partie mobile. OK? Et quand sa partie mobile là, pour joindre avec sa partie fixe là, il peut établir un contact entre ces deux parties-là. Okay? Le contacteur est en position de repos, le circuit magnétique fixe et le circuit magnétique mobile sont à leur distance d'écartement maximale. Ça vient de là. Ça, c'est circuit magnétique fixe, ça, c'est circuit magnétique mobile. Le courant ne circule pas dans les pôles de puissance. Code ban pôle de puissance, là, comment dire, il peut montrer comment dire ça, c'est un pôle de puissance. Je peux rester un peu dire là. Hein? OK? Comment dire, hein? Attends, je ne peux pas confirmer. Nous mettons là, là. La bobine du contacteur est alimentée.
Elle produit le champ magnétique nécessaire à la mise en œuvre de l'électroaimant, mon électroaimant là, qui fait RISA. Et puis RISA contient la force d'un réseau qui m'appelle réseau de rappel, parce que comme une bobine pour désalimenter, les bourrées retournent là-bas. Le circuit magnétique mobile est déplacé en direction du circuit magnétique fixe. Okay? Les pôles mobiles sont entraînés en même temps et entrent en contact avec les pôles fixes. OK. Nous retournons. La bobine est alimentée. Et bon, je ne suis pas capable de dire que c'est ça les pôles fixes ou mobiles, mais en tout cas, c'est ça le principe-là que ban pôle là pour servir, ça veut dire, non, je ne suis pas capable de dire que c'est ban pôle, les pôles de puissance ou auxiliaires, ça, ou bien les pôles des bobines, ça. Non, pas, en tout cas, pas bobines, ça. Soit auxiliaire, soit de puissance. OK? C'est ça le principe-là qui, quand ça, partie mobile-là pour venir, pour tous ici, OK? Et pour tous la partie fixe, mais il y a là, ça va être pour là pour un full contact, OK? Il y a nous, le déplacement final du circuit magnétique mobile comprime les ressorts, il comprime ça ressort là, et permet d'obtenir une forte pression sur les pôles fixes, OK? Cette manœuvre a pour objectif d'augmenter le contact entre les pôles et d'assurer une meilleure conduction du courant qui peut maintenant circuler entre les pôles de puissance. Un dernier coup, nous dit, ça veut dire, ça c'est un pôle, OK? Ça c'est pôle mobile, ça c'est un pôle fixe, OK? Quand ça circuit magnétique là pour attirer, pour venir vers comment on appelle ça? Le circuit magnétique fixe, ça va un pôle là pour contact, et puis, il pour comprimer réseau là net pour gagner plus de contact. C'est ça qui va arriver, c'est ça qui dit. OK? Il est déjà en contact, là, courant est passé, vous trouvez? Et puis, il vous comprimer complètement pour gagner plus de contact. OK, mon retourner. Et maintenant, il faut que je comprenne le fonctionnement du contacteur pour sa animation. On a plus simple que ça. À ce là, il nous verra les contacteurs en deux. Et là, il peut dire, mais ça, c'est le ressort de rappel de la partie mobile. OK. Ça, c'est les pôles fixes. OK. À l'intérieur. Ici, c'est les pôles mobiles. OK. Ça, c'est boîtier d'épaule et chambre de coupure de l'arc électrique. Bien une chambre de coupure, parce que quand il pouvait pour l'arc électrique, bien une chambre de coupure, quand bien un système, par exemple, fractionnement de l'arc électrique, etc. Ici, c'est un socle. Ici, c'est le circuit magnétique fixe. Ici, c'est le circuit magnétique mobile. Ici, c'est bobine de l'électroaimant. Bon, il n'est pas trop clair le truc, hein, mais seulement quand on peut cause bobine de l'électroaimant, je peux comprendre qui était ça. OK? Et quand je peux ouvrir, bien sûr, parce que là, c'est un dessin en 2 dimensions. Quand je vous trouve en 3 dimensions, je vous finis d'identifier. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est bague de déphasage ou spire de Fager. Bon, moi, je peux prononcer ce nom comme ça même, parce que c'est une biographie de Fager. OK? C'est un scientiste allemand, sûrement. OK? Spire, c'est une bobine. OK? Et il y a nous là, cliquer pour en savoir plus sur les bagues de déphasage. OK. Je m'explique. OK. Et je veux bien comprendre les affaires. Que quand la partie mobile peut venir avec la partie fixe, mobiliser la force contre le ressort de rappel qui peut empêcher de retourner. OK? Et ça,
lui montre nous l'effort minimal de maintien. OK. Mais la spire de Fragger, OK, il existait seulement dans un contacteur, ce circuit de commande, la bobine alimentée par une alimentation alternative. OK? Il n'a pas existé parce qu'il y a un contacteur qui est alimenté par la commande alimentée par une alimentation continue, en continu, mais là-bas, il y a une spire de Fragger. La spire de Fragger existait seulement pour une alimentation des bobines en alternative. Bon, écoute-moi bien, Esther. Esther, puisque l'alimentation est en alternatif, et quand, ça, c'est le flux magnétique qui existait avec le temps, OK? Et la force magnétique est proportionnelle au flux magnétique et il est en rouge. Okay? Et il est là, mais sa partie-là, entre 0 à T1, mais l'effort de maintien minimal, le ressort là, et il est plus fort, la force ressort là, il est plus fort que la force magnétique et les poussées décalées. Et puis, un petit moment après, en T1 et T2, la force magnétique pour une plus fort, il vous rejoindre, il vous redécaler à partir là. Après, il vous rejoindre, il vous redécaler. Et il est là, il prenant le truc là, ça contacte là, il peut vibrer de façon brutale. OK? Sinon, envie de sans spire de Fragger, il est arrivé. Il peut faire comme ça, vient autour de ça là. Il peut rentrer, il peut sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et combien de fois il peut faire par seconde, ça, s'il est 50 Hz? Ça veut dire, on a 50 comme ça par seconde. Et dans ce cas-là, 100 fois par seconde, il peut vibrer. Il peut aller et venir. OK? 100 fois par seconde pour une fréquence de 50 Hz. OK? Bon, à ce là, moi, je stoppe ça. Je dire avec spire de Fragger. Spire de Fragger, c'est une autre bobine ça, qui en déphasage, OK, avec bobine principale. Et si nous guettons là, en bon, ça c'est bobine principale. Et ça c'est spire de Fragger. En déphasage. Et la force qui est associée avec sa flux magnétique phi 2 là, c'est ici. OK? Ah bien, quand ça, la force là, tu guides, il y a une autre la force magnétique là. Parce que la force magnétique, il est attiré, il n'est pas capable de repousser, bon, à moins que on a des pôles magnétiques. Pôle nord et pôle nord, bien pôle sud et pôle sud. Mais là, nous, avec pôle nord et pôle nord, là, nous pouvons attirer un matériau ferromagnétique, la partie mobile, c'est un matériau ferromagnétique, nous pouvons attirer ça, OK? Et bien là, la force magnétique plus fort, OK? Et à chaque coup que la force de la bobine de l'électroaimant, plus faible que l'effort de maintien minimal, ben, le spire de Fragger pour prendre en charge ça, la force magnétique là, il vous plie grand lit, ça veut dire, il est là, nous n'avons aucun problème, OK? Il est là, il faut comme ça. OK, il y a nous cliquer sur ça, bon, vous êtes capable de rendre dans ce truc-là, détail sur le spire de Fragger, rendre dans ça, mais moi, je explique ce que je bien expliqué pour vous là, hein? OK? Ça, spire de Fragger là, comment il fonctionnait, il vient de créer un déphasage et en même temps, ça veut dire quand la force de la bobine de l'électroaimant plus faible que l'effort de maintien minimal, l'île prend en charge, c'est lui qui vous produit la force
qui pourra tirer sa partie mobile là, OK, et il va pour vibrer. OK. Et ça termine constitution des contacteurs. Moi, j'écris ça. Moi, le mot. OK. Bon, ça, on finit de comprendre. Un contacteur est constitué par des pôles principaux. On appelle les N2, 3, 4, 5, 6 dans le cas du contacteur tripolaire. On a un contact auxiliaire, possibilité d'additionner au contacteur un bloc de contact auxiliaire instantané ou temporisé. Ça veut dire, mon capable ajoute. Moi, il y a quelque chose là? Ouais. Non, mon pays, non. Bon, ça, c'est ma vue éclatée. Mon capable ajoute, voilà. Ici, là, devant le contacteur, on a un système d'accrochage. Quand il est pour rentrer, et mon capable ajoute un bloc additif qui est dans un contact supplémentaire ou bien un bloc additif qui est dans un contact temporisé. Ça veut dire quand le contacteur pour rentrer, pour alimenter, moi, on a un contact temporisé qui peut-être il pouvait après un certain temps ou bien il pouvait fermer après un certain temps, etc. Et ça, nous bien comme ça veut dire un temps pour travail, temps pour repos, etc. Et maintenant, une armature fixe et une autre armature mobile. Maintenant, un ressort de rappel. Maintenant, un circuit magnétique feuilleté. Il feuilleté qui fait parce que Dibuzin élimine les courants de Foucault. OK? Parce que quand un conducteur, nous finissons de causer bien longtemps de tout le leçon. OK? Quand un conducteur est liant présence d'un champ magnétique variable, il peut avoir un courant induit là-dedans, et pour éliminer ce courant induit là, j'ai besoin couple, fractionne, et comment je fractionne, je servis un circuit magnétique feuilleté, et de là, je peux éliminer, pas pour éliminer, mais pour diminuer le courant de Foucault, pas beaucoup. OK? Mon bac de déphasage de fini causé. Bon, et nous avons la réactance. Et nous, la réactance, c'est une résistance électrique. Dans le courant électrique, on a résistance, mais à cela, pour créer le magnétisme, on a une résistance au magnétisme qui m'appelle la réactance de la bobine est faible lorsque le circuit magnétique est ouvert. Elle augmente lorsque l'armature mobile ferme le circuit magnétique. Correct? Ceci explique le fort appel de courant lors de l'enclenchement du contacteur. Le courant diminue ensuite. Lorsque le circuit magnétique est fermé, on parle de puissance d'appel et de puissance de maintien. Bon, ce qui est dire là, hein? Bon, là, mon comme bien réel ici, là, hein? Bon, réel ici. Là. Bon, voilà. Moyen de circuit magnétique fixe, moyen de circuit magnétique mobile. Moyenne réactance, OK? Et réactance, c'est opposition, hein? Opposition à l'établissement, hein? À la circulation des flux magnétiques. OK? Et là, quand on fait un lit, au commencement, on a une grosse réactance. Une réactance qui empêche moi de faire ça. Et puis, quand il est fermé, la réactance peut venir de sorte que il peut aider moi un goût là. Bien, au commencement, j'ai besoin un gros courant parce que à cause de la réactance, moi, une opposition, moi, une grande opposition. Et puis, quand il est fermé, mon opposition au circuit magnétique vient plus faible. OK? Et là, bon, là, j'ai besoin un petit courant. Ça veut dire, là, moi, il y a un courant qui appelle le circuit mobile. Et là, moi, il y a un courant qui maintient le circuit mobile. Et là, moi, il y a une puissance d'appel qui est gros et moi, il y a une puissance de maintien qui est petit petit. Même affaire, moi, il y a un courant d'appel qui est gros et moi, il y a un courant de maintien qui est petit petit. OK? Je vais retourner à ça.
Moi, j'espère que je ne comprends pas. Et bon, ça, c'est un autre dessin là. Ressort de rappel, bobine, armature mobile, ça veut dire un système de pivot, comment dire là, il faut faire le contact, bague de déphasage, circuit magnétique en E, ok, en E, ok. Et ici, bon, il dit à nous, bon, c'est un plus ça. Parfois, on trouve une bobine, côté une résistance et un condensateur en série, bon, un circuit est assez en parallèle avec la bobine qui fait parce que c'est pour un système antiparasite, ça. Bon, il diminue l'arc électrique lors de la coupure de l'alimentation de la bobine, il absorbe ça, l'arc électrique là, ce qui limite les perturbations électromagnétiques sur les circuits électroniques sensibles. C'est pour protéger les circuits électroniques, ça. OK? Bon, accessoires principaux, nous tout connaissons, enfin, je te connais, nous le faisons dans la pratique, les élèves, ceux qui ne connaissent pas, bon, nous avons un bloc de contact auxiliaire qui, énormément de contact là-dedans, qui, comme on voit, croche avec le contacteur principal, il fait une bobine, hein. Le contacteur principal pour risler et il pour faire un contact et quand il pour désalimenter, il pour ouvrir un contact. OK? Un contact normalement fermé pour ouvert et un contact normalement ouvert pour fermer lors de l'alimentation des contacteurs quand ils accrochés. Et puis, moi, dans un bloc de contact auxiliaire, temporisation, on appelle repos ou travail, ça veut dire même affaires, il peut accrocher et puis, mon cap contrôle. OK? Et tempo, repos ou travail, j'ai envie de comprendre ce fonctionnement et je besoin rentrer dans mon playlist schéma T2, schéma T2, leçon 2 ou bien leçon 3. Quand moi explique ça, contact temporisé. OK? Bon, les principales fonctions des contacts auxiliaires sont réaliser l'auto-alimentation, fonction mémoire, verrouillage électrique, asservissement, on veut dire feedback, logique de commande. OK? Et tout cela se trouve dans le circuit de commande, pas trop dans le circuit de puissance. OK? Et là, moi, pour stop de share, moi, pour arrêter la leçon là et moi, pour retrouver ça dans une deuxième partie de la leçon sur les contacteurs, quand moi, explique les caractéristiques des contacteurs et comment nous faire choix, etc. Et aussi, moi, pour travailler quelques exemples, quelques exercices. OK? Moi, je vous dis au revoir et à la